Bienvenue sur ce plateau de Business Inside. Business Inside, c'est l'espace dédié aux entreprises par le magazine Forbes. Aux entreprises, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, quoi qu'elles fassent. Avec nous aujourd'hui, Fabrice Arézu. Bonjour, vous êtes directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle Lux Trust. C'est une entreprise d'origine luxembourgeoise, hein ? Tout à fait, tout à fait. Donc une créée entreprise... par l'État luxembourgeois. Exactement, en 2005. Et les banques. Et les banques de la place luxembourgeoise, avec pour objectif de donner à tous les citoyens et les frontaliers, puisque Luxembourg a quand même une grosse masse de frontaliers français, belges, allemands, de leur fournir des identités électroniques pour sécuriser toutes les transactions en ligne. Vous êtes un peu le spécialiste, un des spécialistes, enfin le spécialiste en Europe de la signature électronique en gros. Alors on est plusieurs, mais oui, c'est vraiment notre axe principal. On est un pure player, on fait que ça. Voilà. Alors la pandémie qui nous a complètement submergés a accéléré la mutation digitale. Exactement. J'imagine qu'elle a dû vous déborder d'activité, quoi. C'est le cas de le dire, effectivement, débordé, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées bloquées dans leur processus avec leurs clients, de contrats, etc. Donc il leur fallait des solutions pour pouvoir faire les choses en ligne tout en conservant cette valeur probante, parce qu'il ne s'agit pas de faire non plus n'importe quoi. On signe des contrats parfois avec des sommes, des engagements assez importants. Donc voilà, un grand besoin pour ces services de confiance probants, de niveau équivalent à une signature manuscrite en fin de compte. Oui, mais la signature manuscrite, elle était accompagnée d'une garantie d'avocat, de notaire quand il s'agissait de l'immobilier. Là, avec la signature électronique, on est tout seul avec son petit ordinateur, hein. On est tout seul, mais au sein d'un cadre, un cadre réglementaire qui en fin de compte augmente et rajoute de la sécurité. Pour peu, évidemment, qu'on respecte ces standards, c'est-à-dire que c'est d'abord une identification de la personne vraiment valable, hein, parce que si vous êtes derrière votre petit ordinateur tout seul, on ne peut pas vraiment prouver que c'est vous. Donc il y a tout un ensemble de règles très très strictes, régies par des autorités qui garantissent justement cette validité. C'est votre cœur de métier, ça. C'est ça. On pratique la signature électronique depuis combien de temps ? Un petit point d'histoire. La signature électronique, elle a débuté au début des années 2000. Il y avait déjà des signatures électroniques qui étaient entrées dans les lois, alors là pour le coup nationales, pour le commerce électronique. Mais à partir de 2016, en Europe, il y a une réglementation EIDAS qui est entrée en vigueur et qui là a entamé réellement la marche en avant de tout ce qui est signature électronique. Oui, parce qu'il a fallu tout un appareillage législatif pour garantir l'authenticité de tout ça, des lois nationales, des accords européens, et c'est valable au niveau mondial ou pas ? Alors les principes sous-jacents sont régis par effectivement des fondamentaux qui sont interopérables mondialement, des standards, c'est un organisme ETSI comme il s'appelle qui gère ça. Donc effectivement il y a un socle commun au niveau mondial. L'Europe a rajouté une couche en termes qualitatifs et d'attentes et d'obligations, cette réglementation EIDAS, qui amène vraiment un niveau de sécurité et de confiance bien au-delà. Donc là, on est leader sur le marché. On peut dire aujourd'hui, vous êtes en mesure de garantir que les actions sont probantes, légales, inattaquables ? Alors on peut toujours attaquer. Oui. Ça a la même assurance, ça donne la même assurance qu'une signature tout à fait. Présentielle. Nous on dit toujours ça va même un coup plus loin parce que quand vous avez un litige avec une signature manuscrite, vous finissez avec des discussions de graphologues pendant des années. Ah oui. Dans une signature électronique, il n'y a plus ces discussions-là, effectivement. L'un des risques que court aujourd'hui, que fait courir la mutation digitale, c'est le risque d'usurpation d'identité. Ça, c'est le principal risque qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment chaque semaine. Justement, il y a de l'usurpation d'identité parce que nous autres, aujourd'hui, n'utilisons pas partout des identités de niveau suffisamment sécurisé. Et c'est ça qu'on entend lorsqu'il y a une faille chez Facebook ou d'autres. C'est ça qui sort, c'est nos identités. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le logiciel a été trafiqué, que les mots de passe ont été volés ? Même pas besoin d'aller jusque-là. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant quand on vole l'information à quelqu'un sur un réseau social, c'est qu'on va savoir toute sa vie. On peut faire de l'ingénierie sociale, comme ça s'appelle. On le trace. On le trace et on sait qui sont ses enfants, quel est le nom de son animal. Et quand on sait que beaucoup de gens ont comme mot de passe le prénom de leur enfant et sa date de naissance, mais sur le réseau social, vous avez ces informations-là. Donc, en volant ces informations-là, on crée une espèce on appelle ça un digital twin, un jumeau numérique, qui permet en fait de se faire passer pour vous après
au niveau des différents autres sites. Et c'est cette usurpation-là d'identité qui est un réel problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de s'opposer à ça, de contrebalancer ça? Alors déjà, des identités numériques de haute qualité. Ouais. La France est en train de s'en doter. Ça a démarré là avec une identité régalienne numérique qui va arriver là à l'été. Il y a déjà quelques départements pilotes. Ça, c'est très, très intéressant. Beaucoup de pays l'avaient déjà adopté. Et c'est ce que nous faisons, parce que nous produisons les certificats pour ces cartes étatiques au Luxembourg depuis 15 ans maintenant. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le premier pas dans la sécurité numérique, la qualité de l'identité. Ouais. Alors, vous êtes une entreprise. Il faut vivre. Il y a un chiffre d'affaires. Comment vous faites votre chiffre d'affaires alors notre chiffre d'affaires, déjà, on a toujours les États aussi comme clients qu'on conseille et qui achètent nos services. Alors, ils achètent un logiciel, ils louent un logiciel en mode SaaS ou ils achètent une mission? On a 3 casquettes. On a une casquette d'autorité de certification, donc on fournit des identités, donc des États, des entreprises peuvent nous acheter ces identités. Ouais. Une deuxième casquette qui est prestataire de services de confiance, c'est aussi quelque chose de régi par l'Union, c'est pour fournir des services de signature, etc. Et une troisième casquette qui est fournisseur de solutions dédiées. Donc ça aussi, là, on vend les solutions des plateformes. Et c'est comme ça qu'on fait notre revenu sur la licence, la souscription et les volumes de signatures, de cachets électroniques, d'horodatage. Donc, j'imagine que le taux de croissance depuis l'année dernière a dû progresser dans des proportions considérables. Ouais. Les perspectives, elles sont du même ordre ou pas? Tout à fait. Et ce qu'on a vu, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience de la valeur ajoutée de ces mécanismes. En fin de compte, les sociétés achètent une assurance dans ces cas-là. Assurance parce qu'on voit aussi que la fraude, dans le même temps que le digital et le numérique se développent, la fraude également. On n'a plus doublement de tout ce qui est rançongiciel, comme on les appelle en français. Les demandes de rançon, menaces de blocage du système et menaces de rançon. C'est exactement ça. Ça existe beaucoup plus que ce que l'on sait. Les entreprises ne le déclarent pas. Peut-être qu'à vous, elles le disent, mais... Non, et c'est un des gros problèmes parce que le RGPD oblige à déclarer. C'est-à-dire la réglementation sur les données personnelles? En ne déclarant pas, les entreprises risquent gros. C'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est colossal. Mais néanmoins, vous avez raison, on sait qu'il y a des fuites, mais qui ne sont pas nécessairement déclarées. Ouais. Est-ce que la France est en retard dans ce domaine-là ou pas? C'est un de vos gros clients, la France. On a des très grandes entreprises nationales, effectivement, et des acteurs du CAC 40, oui. Donc c'est en tout cas, nous, un marché de prédilection, parce que culturellement, c'est très proche et qu'il y a cette culture de la sécurité et de la cybersécurité. Et donc là, la France n'est pas en retard, parce que des organismes comme l'ANSSI, et des initiatives dans lesquelles la France est embarquée, comme Gaia-X, qui vise à une souveraineté européenne sur les données. Là, la France est motrice. Là où on était un peu en retard, concrètement, parce que je suis français, donc je peux en parler un peu, mais c'était sur cette identité numérique. On n'en avait pas. Elle arrive, et à partir de là, on va pouvoir utiliser les services sur lesquels la France est en avance. France Connect, c'est un agrégateur d'identité qui est très intéressant. C'est un peu ce qu'on a fait sur Luxembourg, d'agréger des identités, les rendre interopérables. Donc ça, c'est assez prometteur. Ouais. Quelques-uns en France disent, mais il y a tellement de normes, tellement de réglementations, tellement de contrôles, que ça en devient paralysant. Qu'est-ce que vous répondez? Alors ça, c'est le dilemme de la sécurité. Mais s'il y a ces normes, s'il y a ces règlements, c'est pour assurer la sécurité du citoyen. Et nous, en tant que citoyens, on doit justement faire attention à ça, à mon sens. En tout cas, moi, j'aime bien savoir qui utilise mes données, comment, et être certain qu'elles ne vont pas partir je ne sais où, à être vendues sans mon consentement. Et donc, vaut mieux être trop contrôlé que pas contrôlé. Il faut trouver le juste milieu. Ouais, c'est toujours le même défi, mais c'est toujours compliqué. Mais les anglo-saxons prétendent qu'ils le trouvent, en général. Oui, ils le trouvent. Jusqu'à ce qu'une grosse faille béante soit trouvée et qu'on se rende compte qu'il n'y avait pas assez de réglementation. Les plus grosses fuites d'identité récentes, LinkedIn, Facebook... non, mais je ne l'ai pas donné par hasard. J'imagine. François Arézu, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de LuxTrust. Il y a un site internet, évidemment. Luxtrust.com. Merci. C'est moi.